Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle et je travaille à la Nef des Sciences à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Marcel Libert. Marcel Libert est pharmacochimiste, chercheur et directeur du laboratoire d'innovation thérapeutique. Et nous sommes ici sur le campus d'Illkirch-Grafenstellen. Bonjour, donc bienvenue au laboratoire d'innovation thérapeutique à Illkirch, près de Strasbourg. Nous sommes à la faculté de pharmacie et je vais essayer, dans les 20 minutes qui viennent, dans la demi-heure qui vient, de vous expliquer ce que l'on fait au laboratoire. Donc notre laboratoire, c'est le laboratoire d'innovation thérapeutique. On regroupe en fait une centaine de personnes et sur cette centaine de personnes, il y a différentes compétences. Il y a des chercheurs qui font de la chimie, des chercheurs qui font de la chimie appliquée à la connaissance du vivant. Il y a des gens qui s'intéressent aux substances naturelles, qui vont extraire les substances naturelles. Il y a des personnes qui font de la biologie sur des cellules et aussi sur des animaux. Et puis enfin, on a une équipe qui fait de la modélisation moléculaire, c'est-à-dire c'est des gens qui essayent de représenter de manière virtuelle des molécules. Donc qu'est-ce que l'on fait dans ce laboratoire? On a 2 ou 3 missions. Une bonne partie des chercheurs du laboratoire sont en même temps enseignants, donc on enseigne à l'université, à la faculté de pharmacie, et puis le reste de notre temps, à peu près les 2/3 de notre temps, eh bien, nous faisons de la recherche. Notre laboratoire s'intéresse spécialement au vivant. Donc on est en faculté de pharmacie, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le vivant. Et chacun d'entre nous, avec ses compétences, sa discipline, donc le chimiste, le modéliseur, etc., vont essayer d'apporter leur petite pierre à la compréhension du vivant. Et là, dans cette activité de recherche, eh bien, on a là aussi 2 aspects. Soit on fait de la recherche simplement pour comprendre, pour enrichir le savoir, la connaissance, soit on fait de la recherche plus finalisée, c'est-à-dire en espérant être utile au bout du compte. Et dans notre cas, être utile, eh bien, c'est imaginer des molécules nouvelles qui pourront devenir des médicaments. Donc vous voyez 2 aspects, recherche fondamentale, comprendre le vivant, et puis un aspect beaucoup plus appliqué, concevoir des nouveaux médicaments. Donc voilà ce que l'on fait au laboratoire. Alors comme je vous l'ai dit, pour faire des médicaments, on a besoin de beaucoup de compétences différentes. Le cœur du métier du laboratoire, c'est la chimie. Alors vous voyez peut-être pas bien le lien qu'il peut y avoir entre la chimie et le vivant. Et peut-être avant de démarrer à vous parler d'un sujet particulier, je vais peut-être vous dire, ce qu'on vous a jamais dit, c'est que vous êtes des gros tas de molécules. Nous sommes tous des gros tas de molécules. Vous comme moi, nous sommes faits de molécules. Nous sommes constitués à peu près à 60% d'eau. Il y a d'eau aqueuse. Après, il y a à peu près 15 kg d'os, cette fois-ci. Et puis le reste, à peu près 15 kg, les muscles, les organes, etc., le cerveau. Tout ça, c'est de la matière organique. C'est des molécules organiques. Des molécules qui tiennent ensemble, qui sont venues s'assembler, qui se frottent les unes aux autres et qui, pendant qu'elles sont assemblées, eh bien, constituent ce que nous sommes. On respire des molécules. On sécrète des molécules, on pisse des molécules, voilà. Et entre-temps, le petit tas que vous connaissez, votre voisin d'à côté, vous-même, nous sommes des tas de molécules. Ce qui est très important, et très important de prendre conscience de ça. Pourquoi? Simplement, ça veut dire que tout ce qui se passe en nous, tout ce qui se passe dans un être vivant, c'est de l'interaction entre ces molécules. Donc si on veut comprendre le vivant aujourd'hui, ou si on veut agir sur le vivant pour le soigner, par exemple, eh bien, il va falloir descendre jusqu'au niveau moléculaire. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, on regardait qu'un corps était fait d'organes, de tissus. À partir de Louis Pasteur, on a commencé à comprendre qu'il y avait des cellules. Et puis vraiment descendre au niveau moléculaire, ça date à peu près des années 1950-1960. Et là, la recherche est donc moléculaire. Et qu'est-ce qui s'est passé en recherche depuis 2000 ans? C'est qu'en gros, on essaie d'aller depuis le plus complexe, prendre un être vivant, le regarder dans sa complexité, et puis on a essayé de le décomposer en éléments, et l'élément le plus fin qu'on ait trouvé aujourd'hui, c'est la molécule. On connaît pratiquement toutes les molécules qui existent dans un corps humain, depuis notamment le décryptage du génome humain. On connaît tous nos gènes, on connaît tous nos hormones, nos métabolites, on connaît tout ça. Eh bien, il reste un chemin extrêmement long à parcourir aujourd'hui, qui est de partir de la connaissance de tous ces éléments moléculaires pour comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres pour donner des réponses complexes. Des réponses complexes au niveau de la cellule, au niveau du tissu, au niveau de l'être humain, de la société, etc. Et ça, clairement, ça va nous prendre des milliers d'années pour arriver à comprendre comment ces molécules peuvent interagir pour donner des réponses complexes, comme une pensée, comme un sentiment, comme le mouvement d'un muscle. Voilà, il y a encore énormément de travail à faire.
Donc voilà pour le contexte. Dans ce contexte-là, sur quoi travaillons-nous? Eh bien, au laboratoire, on travaille sur plusieurs pathologies. On travaille sur le cancer ou les cancers. On s'intéresse aux cellules souches qui permettent qui permettront de guérir le cancer. On s'intéresse à des maladies négligées, des pays en voie de développement, comme des maladies parasitaires, par exemple. On s'intéresse aussi au système nerveux central. Et dans le système nerveux central, on s'intéresse à la douleur. Vous savez qu'aujourd'hui, pour soigner la douleur, on ne connaît que la morphine, et ce n'est pas terrible. Donc on essaie de trouver des meilleures molécules que la morphine pour s'attaquer à la douleur. Et puis on s'intéresse également à des pathologies comme l'autisme. Donc voilà les choses utiles, entre guillemets, sur lesquelles on travaille. Et puis ce qu'il y a de bien lorsqu'on est à l'université, c'est qu'on a la liberté de se poser des questions qu'on ne pourrait pas se poser dans l'industrie, par exemple. Nous sommes absolument libres de choisir nos sujets de recherche à partir du moment où on a l'argent pour travailler dessus. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, puisqu'on a cette liberté de choisir nos projets de recherche, les questions que l'on se pose, on peut se poser des questions sur la vie, sur la mort, sur la maladie, et c'est ce que font classiquement tous les laboratoires. Et ici, parmi tous les projets de recherche sur lesquels on travaille au laboratoire, on s'est posé une question un petit peu particulière. On s'est posé la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des mécanismes biologiques? Est-ce qu'il y a des mécanismes moléculaires qui viennent sous-tendre un sentiment amoureux? Et ça, c'était le début d'une histoire particulièrement intéressante pour nous, parce que ça nous a amené à interagir avec des personnes qui ont des compétences extrêmement variées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette question de l'amour, on ne se l'était absolument pas posée jusqu'aux années 2000 à peu près. Jusqu'aux années 2000, il n'y avait strictement rien dans la littérature scientifique. Lorsqu'on faisait une recherche sur l'amour dans la littérature, pratiquement rien n'avait été publié. On a trouvé 2-3 publications. Et effectivement, on comprend pourquoi, parce que c'est extrêmement difficile d'aborder une thématique comme ça. Lorsqu'on attaque le cancer, on va prendre des cellules cancéreuses, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans un cancer. Lorsqu'on s'attaque à des choses moins palpables, comme l'anxiété par exemple, ou la dépression, ou la schizophrénie, ça devient un peu compliqué. Il faut bien définir ce que c'est que l'anxiété, il faut bien définir ce que c'est que la dépression, que la schizophrénie. Et bien pour l'amour, c'est là qu'a été le premier problème, c'est définir qu'est-ce que c'est que l'amour. Et là, vous voyez que la question est extrêmement complexe. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée, mais en tout cas, derrière la notion d'amour, on peut mettre beaucoup de choses différentes. Il y a l'amour passion, c'est la première chose qui va vous venir à l'esprit. On tombe red dingue amoureux de quelqu'un et d'un seul coup, vous êtes complètement focalisé sur la personne, vous ne pensez plus qu'à elle, vous êtes obsédé par la pensée de cette personne et vous avez envie de partager un maximum de temps avec elle. Cet amour-là, c'est ce que les Grecs appellent Eros. C'est-à-dire, on est poussé par un manque et on va rechercher à combler ce manque. Donc on a une sorte de pulsion de désir pour satisfaire un manque. Ça, c'est Eros. C'est l'amour classique. Par contre, vous dites aussi j'aime ou je t'aime, vous dites j'aime le vin blanc, j'aime mon ami, j'aime ma mère, et on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là, vous n'êtes pas en manque, vous vous réjouissez de quelque chose qui existe. Et les Grecs ont inventé un nouveau mot pour dire ça, enfin un mot spécial, pardon, qui sera le mot de philia. Donc il y a Eros pour l'amour passionné, il y a philia pour tout ce qui est amitié, se réjouir de ce que l'on a, plutôt que de courir après ce que l'on n'a pas. Un héros, c'est courir après ce que l'on n'a pas, et philia, c'est se réjouir de ce que l'on a. Donc vous voyez qu'au niveau des mécanismes psychiques, c'est complètement différent. Donc on peut imaginer qu'au niveau des mécanismes moléculaires, ce sera aussi différent. Et puis il y a une troisième forme d'amour que les Grecs appellent agapé, qui est l'amour universel de son prochain. Voilà, aime ton prochain comme toi-même, la charité, etc. Donc là aussi, c'est des mécanismes qu'on peut imaginer un petit peu différents. Donc on a essayé pendant pas mal d'années de bien définir quelle était la question. C'est toujours comme ça qu'on démarre un projet de recherche. Qu'est-ce que c'est que la question? Il faut absolument poser le problème de manière très claire. Donc qu'est-ce que c'est que l'amour? A priori, on était plutôt parti sur Eros, à essayer de comprendre ce qu'était Eros. Mais même là, une fois qu'on avait bien précisé la question, par quel bout l'aborder? Et il n'y avait strictement rien au niveau de la biologie qui nous donnait une petite piste pour travailler sur l'amour. Et c'est là qu'on a eu de la chance. On a un collègue aux États-Unis qui, dans les années 2000, s'intéressait au comportement maternel. Donc il étudiait des rats et il regardait le temps que le rat adulte passait à s'occuper de son petit, à le lécher, à le réchauffer, etc. Et comme ça, ou à parler d'ailleurs, à se parler l'un à l'autre, en langage rat. Donc c'est à émettre des couinements. Et puis un jour, il y a un de ses collègues qui lui a signalé qu'il connaissait des petits rats qui vivaient dans la nature. Ça pourrait être des campagnols, si vous voulez, chez nous. Et ces rats qui vivaient dans la plaine
étaient connus pour être absolument fidèles. Lorsqu'ils formaient un couple, c'était pour la vie. Et puis, les parents s'occupaient des petits pendant des mois et des mois, alors que 3 semaines auraient suffi. Et par contre, les mêmes animaux qui vivaient dans des conditions hostiles, en montagne, à 2000 mètres d'altitude, eh bien ces animaux-là, au contraire, ils formaient des couples absolument limités dans le temps. Donc le temps d'une rencontre, on copule et on part. Et donc chaque fois qu'un mâle croisait une femelle ou une femelle un mâle, il y avait tentative de se reproduire. Donc les infidèles dans la plaine, les fidèles dans la plaine et les infidèles dans la montagne. Et pareil, dans la montagne, ils s'occupaient des petits que pendant 2-3 semaines, le strict minimum. Donc vous voyez, même espèce animale, comportement opposé. Et qu'a fait notre collègue? Eh bien, il a été capturé, il s'est procuré ces animaux, et puis il s'est rendu compte que la seule chose qui était différente entre ceux de la plaine et ceux de la montagne, c'était la présence d'une hormone, la concentration d'une hormone qu'on appelle l'oxytocine. Et là, il s'est mis à manipuler ces rats, et en gros, en injectant de l'oxytocine à ceux qui en manquaient, ou au contraire en bloquant l'oxytocine à ceux qui en avaient de trop, il a réussi plus ou moins à inverser les comportements. Les fidèles sont devenus infidèles, les infidèles sont devenus fidèles. Les parents modèles sont devenus parents limites, les parents limites sont devenus parents dévoués, etc. etc. Donc c'était le point de départ, on s'est dit que, alors il était délicat d'appeler ça de l'amour maternel, il y avait une forme d'attachement quand même mère-enfant chez le rat. Très souvent, alors j'ose pas dire de chiffres, mais je dirais dans 90% des cas, ce que l'on observe chez le rat, on l'observe chez l'homme. La différence majeure, c'est la parole. On estime grâce à la parole, il y a une élévation de la pensée un peu supérieure chez l'homme, mais c'est à peu près que là qu'on peut s'en distinguer. Voilà, de manière schématique bien sûr. Donc on s'est mis à essayer de comprendre pourquoi il y avait cette différence chez les animaux et à se poser la question, est-ce qu'il y a la même chose chez l'homme? Donc chez les animaux, d'une part, on a vu qu'il y avait une différence entre ceux de la montagne et ceux de la plaine au niveau génétique, c'est-à-dire c'est le promoteur d'un gène, je ne sais pas si vous verrez ça en cours, mais vous savez qu'on a des gènes, ces gènes les gènes codent pour des protéines, et en fonction du promoteur, on va avoir différentes concentrations de protéines à différents endroits du cerveau, à différents moments. Eh bien le promoteur sert en partie à ça. Et on s'est rendu compte que les animaux de la plaine avaient un promoteur long, et les animaux de la montagne avaient un promoteur court. Eh bien, on a réussi après, en transférant ces gènes, donc on a fait une sorte de thérapie génique ou de manipulation génétique, on a réussi à inverser les comportements de nouveau. Donc vous voyez que c'est absolument sidérant. On se rend compte qu'une hormone ou un gène peut avoir un impact sur un comportement aussi élaboré que l'attachement maternel entre une mère et son enfant. Bien sûr, après, on a des collègues à nous, hein, nous ne faisons que la partie chimie, mais des collègues neuropharmacologues se sont mis à tester l'hypothèse chez l'homme, et on s'est rendu compte que, également, chez l'homme, on pouvait être plus ou moins sensible à cette hormone, à cette oxytocine. Donc ce que l'on fait pour ça, c'est une hormone, c'est un petit peptide, une petite molécule, relativement petite. On ne peut pas la donner par voie orale, on ne peut pas la donner par voie intraveineuse parce qu'elle n'est pas stable dans le sang et elle ne rentre pas dans le cerveau. La seule manière d'en envoyer un petit peu dans le cerveau, c'est de la faire sniffer. Donc on a préparé un spray nasal et on a fait des tas d'expériences sur des volontaires humains en leur faisant sniffer de l'oxytocine ou en leur faisant sniffer ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire la même formulation, la même présentation de la molécule, mais sans la molécule dedans. Donc avec ou sans la molécule et en aveugle, et on a fait des expériences. Et là, les résultats ont été absolument stupéfiants. On a vu qu'en faisant sniffer de l'oxytocine à des êtres humains, on arrive à les rendre moins anxieux, moins déprimés. On leur donne du plaisir. On a du plaisir. Disons que cette molécule vient créer du plaisir à ce qui se passe au moment où vous la prenez. Et typiquement, on retrouve cette molécule dans le lait maternel. Et on pense que lorsque le petit va téter sa mère, il va recevoir cette molécule dans le lait de sa mère, il va y prendre du plaisir. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il va avoir envie d'aller téter sa mère. Et que la mère aura le courage d'aller se lever 3 fois par nuit pour aller alimenter son petit. Donc cette oxytocine vient mettre du plaisir sur ce comportement, je vais téter ma mère. Et voilà un exemple. Mais on s'est rendu compte que ça allait bien au-delà de ça. On s'est rendu compte que l'oxytocine pouvait induire de la confiance entre êtres humains. Si on fait sniffer l'oxytocine à quelqu'un, eh bien, il va y avoir un sentiment d'empathie entre ces deux individus. Par exemple, ils vont plus facilement se prêter de l'argent. Ils vont plus facilement partager des récompenses.
Voilà, donc c'est assez terrifiant. On s'est rendu compte aussi qu'au niveau génétique, il semble que l'on puisse trouver encore chez l'être humain aujourd'hui la trace d'une prédisposition génétique à être fidèle. Il y a des êtres humains qui ont le promoteur long, des êtres humains qui ont le promoteur un peu plus court. Et on s'est rendu compte de manière très très schématique, il faudrait prendre beaucoup de pincettes pour décortiquer ces résultats, mais en gros, de manière schématique, les êtres humains qui produisent de l'oxytocine, ou les êtres humains qui ont le promoteur long pour le récepteur d'oxytocine, seront plus généreux. Et notamment, on va les retrouver dans des associations caritatives, la Croix-Rouge, etc. Ces gens-là ont une prédisposition génétique à être généreux. Et puis, on se rend compte aussi qu'ils auront plus de stabilité dans le couple. Il y aura moins de divorces, il y aura une meilleure entente avec le conjoint dans la durée. Donc voilà ces prémices qui ont été trouvées chez le rat, autour de cet attachement parent-enfant. Eh bien, on retrouve ça chez l'être humain. Et on retrouve bien d'autres choses. On retrouve également, on a déjà vu pas mal de choses, on a vu que cette oxytocine permettait de produire du lait, permettait à la mère, provoquait les contractions du col de l'utérus et permettait à la mère d'accoucher. Et puis après, c'est présent dans le lait de la mère, ça va sceller un attachement affectif entre la mère et l'enfant. Et une chose extrêmement importante pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte que si on privait un enfant rat, et peut-être on est en train de transposer ça au niveau humain avec des précautions, mais s'il y a un défaut d'oxytocine pendant la grossesse, ou voire un petit peu après, eh bien on vient perturber l'attachement mère-enfant, et au-delà de ça, l'attachement entre l'enfant et le groupe social. Donc chez un rat, si on bloque l'oxytocine, il ne va pas développer les contacts avec les rats de son groupe, ce qui va lui permettre de reconnaître son groupe, sa tribu, et de la distinguer de la tribu ennemie. Eh bien, s'il n'a pas d'oxytocine, il va perdre cette possibilité de décrypter les émotions. Et du coup, il ne va pas savoir s'il est entouré d'amis ou d'ennemis, il va se replier sur lui-même. Il ne va pas s'intégrer au groupe social. Et on a cherché ce que pourrait être l'équivalent chez l'homme, et on a pensé à l'autisme. Et effectivement, lorsqu'on est allé voir ce qui se passait dans le sang des autistes, on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut en précurseur de l'oxytocine chez les autistes. Du coup, puisque l'oxytocine existait déjà sous forme de spray nasal pour faciliter l'allaitement, eh bien on s'est mis à faire sniffer de l'oxytocine à des enfants autistes. Et quand je dis des enfants, c'est entre 3 et 20 ans en fait. Et autisme, il faudrait aussi être prudent, on a fait sniffer ça à des autistes de niveau élevé, ce qu'on appelle des Asperger, c'est-à-dire des gens qui ont encore toute leur capacité mentale, mais qui ont des vrais problèmes d'autisme, des vrais problèmes de communication, de relations sociales. Eh bien un simple spray d'oxytocine, un sniff d'oxytocine, pour la première fois de leur vie, ces patients autistes se sont mis à regarder dans les yeux, ce qu'ils ne font jamais, leur interlocuteur. Ils ont eu la possibilité, pour la première fois de leur vie, de décoder des émotions, de décrypter des émotions dans un regard, sur un visage. Savoir lire sur un visage si la personne en face de soi est un ami ou un ennemi, si elle est triste ou si elle est gaie, si elle est agressive ou au contraire sympathique. Voilà. Eh bien, les autistes n'ont pas cette capacité. Et c'est pour ça qu'ils sont terrifiés. Ils n'arrivent pas à construire leur personnalité en se confrontant au monde qui les entoure. Un sniff d'oxytocine, crac, le voile se lève, ils décryptent les émotions et ils peuvent interagir. Donc voilà, ce qui soulève évidemment beaucoup d'espoir pour traiter les autistes. Aujourd'hui, il y a une étude qui est financée par le gouvernement américain où on va faire respirer de l'oxytocine à plus de 300 enfants, je crois, pendant 4 à 5 ans. Et on va analyser les résultats, on va voir si effectivement cette oxytocine peut être utile pour eux ou pas. Donc vous voyez comment on est passé d'une question sur l'amour, comment on est tombé sur cette molécule, combien on se rend compte que cette molécule est active sur l'attachement mère-enfant, sur l'attachement entre adultes, mais aussi sur l'attachement d'un individu pour son groupe social. Donc cette molécule va bien au-delà du simple coup de foudre. Elle associe du plaisir, en fait, à tout ce qui est utile à la survie de l'espèce. C'est un petit peu ça que l'on retrouve d'ailleurs cette molécule-là. Il semble que la nature ait utilisé cette molécule pour associer du plaisir à tout comportement qui était utile à la survie du groupe, à la survie de l'espèce. Donc utile de pouvoir accoucher, de pouvoir allaiter son enfant, de pouvoir le défendre, de pouvoir le nourrir,
utile pour l'enfant de s'intégrer dans un groupe social, utile pour l'enfant après de retomber amoureux, d'avoir envie de reformer un couple avec quelqu'un, d'avoir du plaisir à embrasser quelqu'un, d'avoir du plaisir à faire l'amour avec lui, de pouvoir avoir une érection. L'oxytocine permet l'érection et l'oxytocine est associée au plaisir que l'on ressent lorsque l'on embrasse quelqu'un sur la bouche et que ça se passe bien, ou lorsque l'on a un orgasme par exemple, des bouffées d'oxytocine qui viennent associer du plaisir à ces moments qui sont utiles pour l'espèce. Donc voilà en gros ce qui a été découvert par l'ensemble de nos collègues biologistes depuis une quinzaine d'années maintenant. Et nous, que faisons-nous précisément au laboratoire? Nous sommes chimistes, donc ce que nous savons faire, c'est concevoir des molécules et fabriquer des molécules. Et après, on les confie aux biologistes qui vont les tester. Donc qu'est-ce que l'on essaie de faire dans ces cas-là? Eh bien sûr, on s'est plutôt intéressé du point de vue thérapeutique à l'autisme. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est des molécules qui iraient mimer l'oxytocine. Vous voyez que l'oxytocine nous a dit qu'en fait, ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est qu'elle ne marche pas par voie orale. On est obligé de la faire sniffer, c'est pas très commode. Et en plus, elle n'est pas très stable, elle a une durée de vie d'à peine 20 minutes dans le corps. Donc c'est une molécule qui est fragile, c'est une molécule qui ne rentre pas dans le cerveau. Donc ce qu'on essaie de faire en tant que chimiste, c'est faire des petites molécules beaucoup plus simples qui seraient capables d'agir comme l'oxytocine, qui seraient capables d'être actives par voie orale cette fois-ci, qui seraient capables d'aller au cerveau, d'agir sur les récepteurs de l'oxytocine et d'induire les mêmes réponses que l'oxytocine, et notamment pour soigner les autistes. Donc voilà, alors les autistes, mais on pense aussi qu'il y a des possibilités pour aider les personnes qui sont anorexiques ou des formes d'obésité compulsive. En fait, tout ce qui est anxiété qui est lié au rapport social. Voilà. Donc on pense que ça va être utile pour tous ces gens-là. Donc nous essayons de faire des molécules qui vont mimer l'oxytocine. On essaie également de faire des molécules fluorescentes pour faire de la recherche fondamentale, pour en suivant nos molécules dans un cerveau, dans le sang ou sur des cellules, pour essayer de comprendre comment ça marche, comment elles vont interagir avec leurs récepteurs. Donc ça, c'est plus pour la recherche fondamentale. Et puis on essaie également de faire des molécules radioactives, donc de l'oxytocine radioactive ou des molécules qui vont mimer l'oxytocine radioactive. Et à quoi ça va servir? Alors c'est de la radioactivité qui n'est pas du tout dangereuse, hein, on vous rassure, mais vous allez absorber cette molécule radioactive et grâce à la radioactivité, on va pouvoir faire une sorte de radio, on va pouvoir suivre comment cette molécule va se distribuer dans votre organisme, si elle va dans le cerveau ou pas. Et grâce à ça, on espère faire du diagnostic, voir par exemple quel est votre degré d'autisme, ou voir quel est votre manque dans cette substance pour pouvoir essayer d'imaginer après des stratégies thérapeutiques. Donc voilà ce que l'on fait en partant de cette thématique qui était très particulière. On ne travaille pas que là-dessus au laboratoire, c'est une de nos thématiques. Mais celle-là nous amuse bien et on a cette liberté de pouvoir s'amuser à l'université, on n'est pas obligé forcément d'être rentable tout de suite. Donc là on se pose des questions plus fondamentales, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et là on n'a absolument pas la réponse, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas ce que c'est que l'amour dans sa complexité. L'amour c'est extrêmement complexe. Ce sera vos gènes, ce sera votre histoire, votre culture, votre éducation, votre environnement, le hasard qui va faire que vous allez croiser ou pas croiser une personne. Donc l'amour, c'est atrocement complexe. Par contre, ce que nos collègues scientifiques et nous-mêmes avons découvert, c'est qu'une molécule, cette oxytocine, va venir moduler finalement votre sentiment amoureux, le renforcer ou l'affaiblir, le déclencher peut-être. Voilà, donc on n'a pas compris ce que c'était que l'amour, mais on a identifié une molécule et des mécanismes qui jouent un rôle clé dans l'amour. Et comme vous l'avez vu, donc dans l'amour, mais aussi dans des pathologies associées au lien social, comme l'autisme, comme l'anorexie, etc. Et là, on espère bien arriver, d'ici quelques temps, à trouver des molécules utiles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on a fait de la modélisation moléculaire, c'est-à-dire qu'on a représenté de manière virtuelle sur un écran graphique, on a représenté l'oxytocine elle-même, et puis la protéine dans laquelle elle va se fixer. On essaie de comprendre comment l'oxytocine va rentrer dans le récepteur comme une clé dans une serrure en fait. Et on essaie de visualiser ça. Et pourquoi le faire? Si on comprend comment la clé se fixe dans la serrure, on aura une bonne base rationnelle pour concevoir une autre clé optimale, plus simple, qui fera le même travail. Donc on fait de la modélisation moléculaire, ça a été fait. Et aujourd'hui, on a déjà fabriqué une centaine de molécules. Parmi cette centaine de molécules, il y en a une qui marche à peu près, elle n'est encore pas idéale. Elle va bien mimer l'oxytocine sur son récepteur. Ça marche bien sur des cellules. Et on commence à la tester sur des modèles animaux. Donc là, on a des collaborations avec des collègues à Lyon, à Montpellier, à Tours.
Et eux vont tester notre molécule sur des animaux normaux, mais aussi sur des souris mutantes. Il y a des souris, par exemple, que l'on peut rendre autistes. Par exemple, si on va supprimer tel ou tel gène, par exemple le gène des récepteurs de la morphine, on va supprimer le gène des récepteurs de la morphine, eh bien notre souris devient autiste. Elle a absolument tous les symptômes d'un autiste. Et on a démontré qu'en donnant de l'oxytocine, on redonne un comportement normal à notre souris. Et là, on va tester nos molécules à nous, voir si nos molécules font aussi bien. On travaille donc sur des souris mutantes. On a également un partenariat avec un collègue à Lyon qui travaille sur des singes. Donc là, il a toute une série de singes. Il a des singes amoureux, il a des singes qui se détestent. Donc on a tous les cas de figure. On a des singes amis, des singes ennemis, des singes amoureux. Et on leur donne de l'oxytocine et on voit qu'ils aiment beaucoup ça. Ça les rend plus généreux, plus empathiques, plus sympathiques les uns avec les autres. Peut-être 2 mots, si on a le temps. Par exemple, ces singes, on les a appris à jouer à des jeux vidéo. Ils viennent devant un écran vidéo, ils ont un petit joystick et ils ont une petite voiture à déplacer dans le labyrinthe. Et en fait, s'ils arrivent à mener la voiture à travers le labyrinthe et à arriver au point final, eh bien ils sont récompensés par des cacahuètes. Donc voilà, ça c'est un test classique, on peut tester la rapidité d'un singe à se déplacer dans un labyrinthe. Et ce qu'on fait avec l'oxytocine, c'est qu'on met 2 singes face à face. On les fait jouer l'un contre l'autre. Donc chacun a le joystick, l'écran, et hop, ils font la course, et le premier qui gagne des cacahuètes. S'il aime bien le singe d'en face, il va partager les cacahuètes. Il va lui dire, tiens, je t'ai battu, mais on partage. S'il ne peut pas blairer le singe d'en face, il a la possibilité d'appuyer sur un buzzer qui va envoyer un jet d'air dans le museau du singe d'en face, et qui va lui, juste pour l'agacer, du genre, je t'ai bien eu, c'est moi qui ai gagné. Donc voilà, donc avec des singes amis et ennemis, on arrive à regarder leur comportement, et on voit que on pense voir, ce n'est pas encore complètement démontré, on espère voir qu'avec l'oxytocine ou nos molécules, eh bien les singes seront toujours sympathiques, ils partageront toujours les cacahuètes plutôt que de s'envoyer des chic-notes dans le visage. Donc voilà où on en est au niveau avec les singes. Donc chez les chiens, on va faire tester nos molécules médicaments et également nos molécules radioactives pour faire de l'imagerie. Et puis on a également des contacts avec des malades, des patients. C'est ma collègue Angela Sirigu à Lyon qui a accès à des patients et qui fait des tests chez les patients autistes pour voir si l'oxytocine est réellement corrélée à la gravité de leur autisme. Et il semble que la réponse soit oui. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Voilà un sujet sur lequel on est 5-6 au laboratoire. Nous sommes une centaine au laboratoire. Il y a à peu près 4 ou 5 personnes qui travaillent sur cette thématique en permanence. Et puis tout un réseau au niveau français et européen qui teste les molécules avec nous. Donc voilà un exemple de projet de recherche sur lequel on travaille. J'aurais pu vous raconter des histoires similaires sur le cancer, sur l'asthme, sur l'arthrite, sur toute une série de choses, la malaria, toute une série de pathologies sur lesquelles on travaille selon les mêmes méthodes, selon les mêmes principes. On pose la question scientifique, on essaie de comprendre les mécanismes biologiques qu'il y a derrière, et puis nous, chimistes, essayons de faire des molécules pour mieux comprendre ces mécanismes et puis pour soigner au bout du compte. Voilà, donc après cet exposé un petit peu bref et un petit peu succinct, ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc allez-y, je vous écoute et j'essaierai de répondre au mieux. J'espère que ce film vous aura plu. Maintenant, place aux questions avec le professeur Ibert. Première question. Pourquoi le cœur est-il le symbole de l'amour? Aïe, mais écoutez, j'aurais déjà rappelé que je suis chimiste, donc j'aurais certainement pas réponse à tout, et là, vous m'amenez sur des terrains qui ne sont pas les miens. Enfin, sur le cœur, c'est assez facile de comprendre. Je pense que l'amour existe depuis toujours chez l'homme. Et clairement, lorsqu'on a une émotion, lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, ce que l'on ressent physiquement, la première chose que l'on ressent physiquement, j'imagine, c'est l'accélération des battements du cœur. Donc les gens ont longtemps pensé que les émotions, le centre de gestion des émotions était le cœur. C'est ce qui se passe, le cœur se met à battre. Donc voilà, je pense que c'est simplement l'explication pour ça. J'en suis pas à 100% sûr, mais ça me semble à peu près logique. D'accord. Il y a plein de questions. Donc la deuxième question, est-ce que le coup de foudre existe? Alors c'est à vous que je devrais poser la question, je sais pas, vous avez déjà été amoureuse, ouais. Oui. Les étudiants, je pense que tous les étudiants ont déjà été amoureux, donc je pense que tout le monde sait que le coup de foudre existe. Un jour, on ne sait pas pourquoi, on croise quelqu'un et puis effectivement,
le cœur s'accélère, on se met à transpirer un petit peu, et on a une sorte de pulsion qui nous donne envie de se rapprocher de cette personne, de devenir ami avec elle, de devenir son confident, de partager des moments avec elle. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut définir le coup de foudre. Alors soit ça se fait progressivement, et je pense qu'on peut tomber amoureux relativement lentement, que la relation, le sentiment peut se construire progressivement, soit parfois c'est extrêmement soudain, c'est-à-dire ça peut être un visage, une attitude, un parfum peut-être, qui fait qu'on aura une attirance vers cette personne. Un désir pour cette personne. Un désir, pas simplement au niveau sexuel, mais un vrai désir de partager son temps, du temps et un peu de vie avec elle. Pourquoi, quand on est amoureux, on a des papillons dans le ventre? Alors, les papillons, je ne suis pas un expert en papillons, mais je pense que, là, de nouveau, du simple bon sens, lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, on a en même temps une anxiété qui apparaît. C'est-à-dire, est-ce que cette personne voudra de moi? Et donc, je pense que les papillons dans le ventre, comme c'est posé là, ça reflète surtout cette anxiété. C'est-à-dire, est-ce que cette personne m'attire? J'ai envie de vivre un petit peu avec elle, de partager des choses avec elle. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'elle aura envie d'échanger ce temps avec moi? Est-ce qu'elle aura aussi de l'amour pour moi? Donc, ça génère une anxiété. Et typiquement, l'anxiété se manifeste par des petits papillons dans le ventre. Je pense que ça peut être l'explication. Et je ne suis pas médecin de nouveau, mais ça me semble assez logique. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à tomber amoureux chimiquement? Alors, c'est une question terrible, c'est-à-dire qu'avant de démarrer ces recherches sur l'oxytocine et sur l'amour, on avait cette crainte, c'est-à-dire que se passerait-il si réellement on découvrait le filtre d'amour? Je ne sais pas si en littérature vous avez lu Tristan et Iseult, mais c'est une histoire romantique qui se termine assez mal. Avoir le pouvoir de rendre quelqu'un amoureux, c'est un pouvoir absolument terrible. Et nous avions effectivement la crainte d'arriver un jour avec une molécule en main qui conduira à ça. Fort heureusement, à la réflexion en discutant avec de nombreux collègues dans des disciplines différentes, et puis simplement nous-mêmes, il est bien évident que l'amour, c'est infiniment plus qu'une molécule. C'est ce que je disais, je pense, en conclusion de ma présentation, c'est-à-dire que le fait que l'on tombe amoureux de quelqu'un ou pas, c'est extrêmement complexe. C'est une prédisposition génétique qui va peut-être vous orienter vers tel ou tel goût. C'est aussi votre éducation, c'est votre culture, c'est votre histoire, les personnes que vous aurez croisées, ce que vous aurez appris à trouver agréable, désagréable. Vous irez bien sûr vers ce qui vous semble agréable. Il y a des choses encore plus mystérieuses dont je n'ai pas parlé là, qui sont les odeurs. On se rend compte que différents individus aiment différentes odeurs et vont être attirés par différentes personnes. Il y a des publications aujourd'hui qui suggèrent que l'on va trouver agréable des odeurs qui correspondent à des défenses immunitaires les plus éloignées possibles des nôtres. Donc c'est extrêmement curieux. Il semblerait que les odeurs que l'on sécrète soient une sorte de code-barre, finalement, de notre système immunitaire. Et on trouve agréable les personnes qui ont des odeurs, finalement, qui correspondent à un système immunitaire différent du nôtre. Et qu'on va être attiré plutôt par ces personnes-là. Pourquoi? Eh bien simplement, c'est pour que nos enfants, notre descendance, aient un système immunitaire du père, celui de la mère, et qu'il soit comme ça doublement renforcé, qu'ils aient un éventail de défense qui soit le plus large possible. Donc vous voyez que dans le fait de tomber amoureux, il y a tout ça. Il y a vos gènes, il y a votre culture, il y a votre histoire, il y a les parfums, il y a les odeurs, etc. Donc l'oxytocine seule pourrait éventuellement être quelque chose qui va venir renforcer peut-être ces sentiments. Mais ce n'est pas ça qui va créer le sentiment d'amour. Et ça, c'est absolument rassurant. Donc il est, je pense, impensable que l'on puisse créer ce sentiment d'amour. Par contre, malheureusement, je dirais quand même, il semble que l'oxytocine crée de l'empathie. Alors, l'empathie, ce n'est pas vraiment de l'amour, mais on commence à s'en rapprocher. Donc, il y a deux individus. Lorsqu'il y a un sentiment de sympathie, d'empathie entre deux individus, on voit l'oxytocine qui monte dans le sang des deux personnes. Et il est probable que si on faisait sniffer l'oxytocine, il y a une ou deux études qui vont dans ce sens-là, on va créer de l'empathie entre êtres humains. Alors, empathie, amour, c'est pas tout à fait la même chose,
Mais voyez qu'il va quand même falloir qu'on soit vigilant. Très bien. Est-il possible de rendre définitivement fidèle un humain en lui donnant régulièrement une dose d'ocytocine? Alors ce serait un autre risque, hein, c'est-à-dire obliger quelqu'un à rester amoureux toute sa vie. On avait des tas d'idées comme ça, un petit peu iconoclastes. Allez, je ne vais pas être politiquement correct, mais on avait imaginé par exemple dans l'hostie à la messe mettre un petit peu d'oxytocine, donc on jure amour et fidélité, puis tous les dimanches à la messe, on reçoit cette petite dose d'oxytocine pour être sûr que l'amour dure. Bon voilà, ça c'est de la plaisanterie, mais je ne sais pas. À vrai dire, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'oxytocine, on commence simplement à l'étudier aujourd'hui. Il faut voir que l'étudier sur des animaux, c'est déjà complexe. L'étudier chez l'homme, c'est également délicat. Il faut qu'on ait de bonnes raisons de le faire. Il faut passer devant des comités d'éthique, etc. Donc il y a beaucoup de questions, comme celle-ci, qui est excellente, pour lesquelles les expériences n'ont pas encore été faites. Donc aujourd'hui, on a déjà donné l'oxytocine de manière ponctuelle à un certain nombre de patients autistes. On a vu que ça a un effet dans les jours qui viennent. Il y a une étude qui est en cours, comme je le disais, pour leur donner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et voir si l'effet perdure, s'il est nécessaire de le donner tous les jours ou pas. Donc on a besoin effectivement de faire ces études, les donner un jour ou deux, voir ce qui se passe, ou les donner pendant tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, 10 mois, voir ce qui se passe. Donc pour répondre à votre question, eh bien simplement, on ne sait pas. L'expérience n'a pas été faite, et il y aura certainement des fonctions assurées par l'oxytocine pour lesquelles il suffira de la prendre une fois ou deux et le problème sera résolu. Il y a certainement d'autres fonctions où il faudra le donner de manière régulière pendant des jours et des jours. Voilà, tout ça est encore à explorer. D'accord. La production d'ocytocine est-elle une cause ou un effet de l'amour? Excellente question. C'est peut-être à la fois une cause et un effet. Je dirais que c'est quelque chose qui vient renforcer le sentiment. Alors je ne pense pas que ce soit à la naissance du sentiment, à l'origine du sentiment. Comme je vous l'ai dit, le sentiment, il vient de votre gène, de votre histoire, de toute une série de phénomènes. Je pense quand même que plus votre oxytocine va être élevée, plus vous aurez d'empathie pour l'autre, donc plus vous aurez de chances de tomber amoureux, mais ce n'est certainement pas ça qui va provoquer le sentiment amoureux. Donc je dirais, il fera certainement suffisamment d'empathie, d'ouverture vers l'autre, donc d'oxytocine au départ, pour tomber amoureux. Et une fois que la relation sentimentale aura été enclenchée, on voit l'oxytocine qui monte chez les deux partenaires, et on pense que ça va venir alimenter, entretenir cette relation et ce sentiment amoureux. Donc vous voyez, je pense que c'est peut-être nécessaire d'avoir un seuil minimal au départ, et que le sentiment lui-même va venir provoquer des montées d'oxytocine qui vont venir entretenir le sentiment. Voilà, donc de nouveau, sur beaucoup de réponses que je vous donne, il y a quelques éléments de réponse chez les animaux, quelques éléments de réponse chez l'être adulte. Donc parfois, je me trouve à extrapoler. Donc avec vous, je suis en train d'extrapoler, de généraliser de manière dangereuse. Donc un scientifique ne devrait pas faire ça. Il y a quelques expériences qui suggèrent ce que je vous réponds, mais il faut absolument toujours y mettre des bémols. Je veux absolument être très très prudent sur toutes ces réponses que je vous donne. N'allez pas généraliser de manière abusive. Est-ce que l'absence de lait maternel chez un enfant normal, entre guillemets, a un impact sur son comportement lorsqu'il est adulte? A priori non. Donc, alors là, de nouveau, je voudrais être prudent. Il y a une seule étude par une collègue israélienne qui a été faite, Ruth Feldman. Alors cette étude n'a pas été reproduite pour l'instant, donc vous savez, pour qu'un résultat scientifique soit considéré comme validé, il faut qu'il y ait 2, 3 groupes qui aient pu reproduire ces résultats sur un grand nombre de personnes. Donc là, c'est une étude sur un nombre limité de personnes. Mais que dit cette étude? Il semble que ce soit plutôt les taux d'oxytocine sécrétés inconsciemment par la mère pendant la grossesse et qui viennent donc profiter à l'embryon qui est là. Donc c'est plutôt les taux d'oxytocine pendant la grossesse que reçoit l'embryon, qui vont créer après cet attachement mère-enfant. Donc c'est plutôt l'oxytocine avant l'accouchement que l'oxytocine qui pourrait venir après à travers le lait de la mère.
Donc tout ça a besoin d'être confirmé. Donc si une mère n'allait pas, ce n'est pas grave. A priori, ça s'est plutôt joué avant. L'attachement mère-enfant s'est plutôt joué pendant la grossesse. Donc la mère n'y est pour rien. Qu'elle sécrète des taux d'oxytocine plus ou moins élevés, ben voilà, c'est son environnement, ses moments, c'est ses gènes qui vont jouer. Donc c'est quelque chose qui est complètement inconscient. Et c'est plutôt ça qui aurait un impact sur le lien mère-enfant. Donc pas de culpabilité pour les mères qui n'allaitent pas. Et dans tous les cas, il y a d'autres manières de faire sécréter l'oxytocine chez l'enfant si on n'allait pas, s'il ne reçoit pas l'oxytocine à travers le lait. Les caresses de la mère, le soin que la mère va donner à son enfant, le père aussi, le père à côté qui vient caresser son enfant, qui vient lui parler, qui vient jouer avec, qui vient interagir. Tout ça, ça va faire monter l'oxytocine chez l'enfant, mais aussi chez les parents, et donc créer du lien. Donc il y a de multiples manières de créer du lien. Il y a la manière via l'oxytocine endogène, donc sécrétée à l'intérieur du corps, sur lequel on a peu de contrôle. Et sans ça, il y a l'attention, il y a l'interaction qui va venir compenser ou se rajouter à ce que la nature avait déjà mis en place. L'amour est-il un sentiment uniquement humain ? Aïe, 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 vous m'emmenez sur des terrains qui ne sont pas les miens. J'aurais tendance à dire non. Je pense que l'être humain a tendance à se croire autre chose qu'un animal, à se croire infiniment supérieur à l'animal, et on a toujours tendance à minimiser l'intelligence chez les animaux, et on a tendance à minimiser également leurs sentiments. Si vous avez des chats, si vous avez des chiens, vous vous rendez bien compte que ces chats et ces chiens vous manifestent de l'attachement. Alors, est-ce qu'on va appeler cet attachement amour? J'en sais rien. Après, c'est une question de vocabulaire et de degré. L'intelligence, il n'y a aucun doute. Hein. L'intelligence même de l'araignée. Si vous avez déjà poursuivi une araignée dans votre garage, vous verrez que l'araignée est particulièrement intelligente. Donc, chaque espèce animale a sa propre intelligence qui est adaptée à son environnement, qui est adaptée à ses besoins. Donc, je crois que c'est absolument idiot de vouloir trop mettre l'être humain au-dessus de quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique. Chacun est adapté à son environnement. Et j'ai l'intime conviction que les animaux peuvent être amoureux, sans aucun doute. Allez. Est-ce que l'endorphine et la dopamine sont vraiment responsables de la diminution du sens critique? Entre parenthèses, l'amour est aveugle. Alors clairement, l'amour est aveugle. Donc il y a un petit mystère, c'est que lorsqu'on est amoureux, c'est vrai qu'on ne voit plus les défauts de l'être aimé. Lorsque le mari laisse traîner ses chaussettes, quand on est amoureux, la femme trouve ça absolument attendrissant. Au bout de 3-4 ans, elle commence à trouver ça absolument insupportable. Donc effectivement, l'amour rend aveugle. Les mécanismes biologiques qu'il y a derrière ça, je ne saurais pas vous répondre. Donc effectivement, on a impliqué la dopamine, on a impliqué toute une série d'autres neurotransmetteurs. Je pense que là, on va rentrer dans des choses très complexes et très fine. On est dans de la modulation de différents comportements. Donc on va retrouver, si on fouille bien, on va se rendre compte qu'énormément de choses bougent. On va voir bouger la dopamine, si on regarde, mais si on va regarder la sérotonine, on va voir bouger la sérotonine. Si on va regarder la substance P, on va voir bouger la substance P. Voilà, ça dépend. Je pense qu'on va voir énormément d'hormones, de neurotransmetteurs, de gènes qui vont bouger, qui vont évoluer, comme c'est le cas pratiquement dans n'importe quelle situation. Le corps s'adapte, le corps réagit. Donc vous leur associez une molécule ou deux à un comportement est toujours une erreur. Donc une molécule ou deux peuvent jouer un rôle particulièrement significatif dans une réponse, mais une réponse n'est jamais réductible à une hormone ou à un neurotransmetteur. De même que l'amour, comme je le disais, n'est pas réductible à l'oxytocine, certainement pas, eh bien toute autre réponse derrière ne peut pas être réductible à une ou deux molécules, même si cette molécule, effectivement, joue un rôle. D'accord. Peut-on voir les réactions émotionnelles en temps réel sur un IRM? Alors oui, donc l'IRM, c'est de la résonance magnétique, donc c'est de l'imagerie. En gros, on vous met la tête ou le corps entier dans un énorme aimant, et ce que l'on voit, c'est la consommation d'énergie finalement dans votre cerveau. Alors, on arrive à suivre comme ça différentes molécules, l'eau ou d'autres molécules. Donc, dans le cas de l'IRM, c'est plutôt l'eau. Donc en fait, alors on voit des choses relativement grossières, c'est-à-dire on voit les zones du cerveau qui s'activent, on voit des zones du cerveau qui restent silencieuses, et d'expérience en expérience, on arrive à associer
telle ou telle réponse de telle ou telle zone du cerveau à tel ou tel comportement d'apprentissage, de mémorisation, de stress, d'angoisse, de peur. Donc progressivement, cette imagerie permet de préciser ce qui avait été entamé il y a déjà bien longtemps par les physiologistes, c'est-à-dire telle ou telle zone du cerveau s'active en fonction de telle ou telle situation. Donc oui, on arrive aujourd'hui, on met des gens dans des IRM, on leur présente la photo de la femme ou de l'homme aimé, on regarde ce qui se passe, on leur présente des photos de gens qu'ils détestent, on regarde ce qui se passe, et on se rend compte qu'il y a une certaine cohérence d'un individu à l'autre, avec des différences notables d'ailleurs entre hommes et femmes. Donc là-dessus, hommes et femmes ne sont pas identiques, ce qui n'est pas surprenant, ce qui n'est pas grave, ce qui est bien. Voilà. Trouverons-nous un jour des sprays d'ocytocine en vente libre? Quelles sont les dérives possibles? Alors, les sprays d'oxytocine étaient en vente contrôlée en Allemagne, en Suisse, en Autriche, depuis 25-30 ans à peu près. Et ça servait uniquement à faciliter la lactation pour les femmes qui venaient d'accoucher, qui voulaient allaiter leur enfant. Et puis à partir du moment où les publications concernant l'oxytocine qui montraient que l'oxytocine induisait de la générosité, de l'altruisme, et également pouvait aider les autistes, eh bien, un certain nombre de personnes sont allées en Allemagne, dans ces pays-là, acheter les sprays. Alors peut-être pour essayer d'aider leur enfant autiste, sans contrôle médical, ce qui peut être dangereux, il faut faire attention, mais peut-être également à des fins de filtre d'amour, je ne sais quoi. Et l'Allemagne, tous ces pays-là, se sont rendus compte que les ventes explosaient, et donc ils se sont mis à contrôler beaucoup plus sérieusement aujourd'hui l'accès à ces molécules-là. Donc aujourd'hui, n'allez plus en Allemagne, n'allez plus en Belgique, ce sera beaucoup plus difficile de vous procurer l'oxytocine. On en trouve sur Internet, mais surtout ne l'achetez pas. C'est extrêmement, on ne sait pas trop ce que l'on achète. La fabrication n'est pas garantie, donc elle n'est peut-être pas pure, il y aura peut-être dedans des produits toxiques. Souvent, il y a des mélanges avec des hormones un petit peu bizarres. Donc, n'allez surtout pas acheter d'oxytocine sur Internet. Et d'ailleurs, la livraison en France est interdite, donc vous aurez du mal à en avoir. Et si vous voulez vraiment faire monter l'oxytocine, eh bien c'est très simple, il suffit de caresser, il suffit d'embrasser sur la bouche, il suffit d'avoir des relations amicales et l'oxytocine montera toute seule. Donc il n'y a pas besoin de moyens chimiques pour faire monter l'oxytocine. Les bonnes vieilles méthodes marchent très très bien. Bon. L'ocytocine peut-elle devenir une drogue, une addiction? Alors il y a quelques résultats scientifiques qui suggèrent qu'effectivement on peut tomber accro à l'oxytocine. Et notamment l'ecstasy. Il semble que l'ecstasy, qui est une drogue bien connue, eh bien, agisse au niveau de l'oxytocine. Vous savez que l'ecstasy est utilisé pour se sentir bien en société, dans les rêves parties. Hein. C'est une drogue sociale, comme elle est nommée, qui a ses dangers surtout, donc n'allez pas essayer du tout l'ecstasy. Mais en gros, l'ecstasy fait monter l'oxytocine. Donc oui, on peut devenir, il semble qu'on puisse devenir accro à l'oxytocine. D'accord. Est-ce que l'ocytocine pourrait mener à développer des médicaments antidépresseurs? Antidépresseurs, pour l'instant, pas trop. Il y a quelques résultats qui suggèrent que ça peut avoir un effet sur la dépression. Ça a surtout des effets sur tout ce qui est anxiété, mais une anxiété bien particulière, c'est l'anxiété sociale. Il y a des gens qui ont des phobies sociales, qui ont peur de l'autre, qui ont peur de se montrer en public, qui ont peur de parler, etc. Donc dès qu'il y a un problème de relations sociales, il y a du stress, il y a de l'anxiété, et là l'oxytocine pourrait être utile. Et il y a des sociétés qui travaillent aujourd'hui à faire des anti-anxiétés sur ces aspects-là. Le fait de ne plus aimer quelqu'un que l'on a aimé est-il lié à la chimie? Alors oui et non, puisque nous sommes des tas de molécules, comme je vous l'ai dit, donc c'est forcément de la chimie. Simplement, ces tas de molécules, il y a des choses qui les animent, qui sont extraordinairement complexes. Donc nous sommes un tas de molécules, nous sommes une machine chimique, mais une machine pensante, une machine désirante, comme le diraient les psychanalystes. Et le mystère de cette pensée, le mystère de ce désir est encore très très épais, il le restera pour toujours. Donc, est-ce qu'une overdose d'oxytocine, non, c'était pas ça la question? Non, c'était... Oui, c'est ça, une rupture. Une rupture, oui. Dans le cas de la rupture, est-ce que c'est chimique? Non, ouais. C'est pas chimique, c'est qu'il peut y avoir... peut-être une levée en vous de ce voile qui vous masquait les défauts de l'autre, ou qu'il est peut-être moins nécessaire pour l'espèce dans une démarche absolument réductionniste. Donc là, je me mets dans une position extrêmement réductionniste. Au bout de 3-4 ans, votre enfant a été sevré, il est peut-être moins nécessaire que le couple soit stable. Voilà, c'est une théorie là extrêmement réductionniste. Donc, Ah
faire attention avec ce genre d'analyse. Mais voilà, on peut penser qu'au bout de 2-3 ans, il est moins nécessaire d'avoir un coup. Ah, 3 ans. C'est ce qui se dit. Bon. Une overdose d'ocytocine pourrait-elle avoir des conséquences néfastes? Le seul effet indésirable qui est connu avec l'oxytocine, c'est effectivement lorsqu'on appartient déjà à un groupe, lorsqu'on a un fort sentiment d'appartenance à un groupe, c'est que l'oxytocine vient exacerber ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que ça va renforcer l'attachement aux membres du groupe et ça risque de créer un petit peu d'agressivité par rapport au groupe ennemi, entre guillemets. Donc ça peut aller, par exemple, chez les hooligans, vous êtes un supporter de l'OM ou un supporter du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'attachement entre supporters de l'OM, beaucoup d'oxytocine, mais aussi beaucoup de haine vis-à-vis des, entre guillemets, vis-à-vis des supporters du Paris Saint-Germain. Donc ça peut être ça, un des effets pervers de l'oxytocine. Il n'y en a pratiquement pas d'autres connus pour l'instant. Donc voilà. D'accord. La production d'ocytocine est-elle différente si l'enfant est non désiré? La question est excellente. Il est probable que oui, l'étude n'a pas été faite. Donc vous voyez, c'est ça la recherche aussi, c'est-à-dire qu'on apporte quelques éléments de réponse et chaque élément de réponse amène 10 nouvelles questions. Donc des questions comme ça n'ont pas encore été abordées par les scientifiques. Il n'y a aucun élément à ma connaissance, ni sur les animaux, ni chez l'être humain, qui permet d'apporter une réponse à cette question. Alors, nous avons une question sur la recherche, justement. Sur quels critères un projet de recherche est accepté et par qui? Alors, je dirais malheureusement aujourd'hui, l'argent est de plus en plus rare pour les chercheurs. Avant, nous avions régulièrement suffisamment d'argent pour que les projets avancent à petite vitesse. Et on pouvait aller chercher de l'argent sur ce qu'on appelle des appels à projets, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir de l'argent qui était mis sur le cancer ou autre. Et là, bien simplement, il faut écrire un projet. Ce projet est soumis à des comités complètement indépendants. On ne sait pas qui évalue nos projets. Ils vont être évalués sur des critères à la fois de qualité scientifique, de nouveauté, bien sûr, de probabilité que ça réussisse. Et donc, des comités d'experts extérieurs vont classer les projets 1, 2, 3, 4, 5. Et les projets les mieux classés auront accès à l'argent qui est mis à disposition, soit par l'État, soit par des fondations, soit par des associations de malades, soit parfois par des mécènes. C'est à peu près comme ça que ça marche. Donc chaque fois qu'on a une idée aujourd'hui, effectivement, l'argent d'État régulier étant devenu pratiquement inexistant, si on veut qu'un projet avance, on est obligé de s'asseoir avec des collègues, de rédiger le projet, de le soumettre en réponse à des appels d'offres. Il se passe 3, 4, 5 mois, et au bout de 3, 4, 5 mois, les réponses tombent. Votre projet a été sélectionné, on vous donne 200 000, 300 000 euros pour 3-4 ans, et à ce moment-là, on peut commencer nos recherches. Soit notre projet est refusé. Et en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, en gros, 8% des projets présentés sont financés. C'est-à-dire seulement 8 projets sur 100 que l'on rédige, donc on passe beaucoup de notre temps à rédiger des projets, 8 sur 100 reçoivent des crédits et sont financés. Et donc ce projet sur l'amour, ça fait 10-15 ans qu'on veut travailler dessus. Il n'y a que depuis cette année que j'ai de l'argent pour effectivement payer des recherches là-dessus. Voilà. La dernière question, dans quel aliment trouve-t-on l'ocytocine? À ma connaissance, dans aucun aliment, je crois pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas vrai, pardon. Il y en a très certainement dans tous les aliments qui contiennent du lait frais. C'est-à-dire dans le lait de vache, dans le lait de chèvre, et peut-être dans des fromages très frais, on va trouver de l'ocytocine. Je crois même que c'était utilisé dans les milieux vétérinaires pour favoriser et prolonger la lactation chez les animaux, pour qu'une vache ou une chèvre produise du lait pendant plus longtemps qu'elle ne le ferait simplement en s'occupant de son petit. Eh bien, on peut utiliser l'ocytocine pour augmenter la production de lait, prolonger la production de lait. Donc, la question finalement est très bonne. Il est très probable qu'on puisse en trouver dans le lait frais. Il est très probable qu'on puisse en trouver dans certains fromages frais. La molécule, cependant, est relativement instable. Donc, je pense que, voilà, il faut que ce soit du lait très frais ou des fromages très très frais. Bon, je résiste pas encore à une question. Y a-t-il des études qui montrent que le sentiment d'amour existait chez l'homme préhistorique? À ma connaissance, il n'y a aucune étude. Je ne pense pas qu'on puisse voir ça dans les restes, dans les os, etc. Mais il n'y a aucune raison d'en douter. Il n'y a strictement aucune raison d'en douter. Je pense qu'on méprise beaucoup trop l'homme préhistorique. Il n'y a qu'à voir, il y avait déjà des artistes, il y avait déjà des religions, il y avait déjà des prêtres. Donc il y a aussi loin que l'on remonte, donc il y avait déjà des bijoux.
Donc il n'y a aucune raison de mépriser l'homme préhistorique. Je pense que dès que l'homme je dirais même ses ancêtres, même les singes, je crois qu'il peut y avoir de l'amour chez les singes, il y a de l'amour chez les souris, il doit y avoir une forme d'amour chez le ver de terre, j'imagine. Donc on a peut-être du mal à l'appréhender, c'est peut-être pas exactement les mêmes définitions que celles que l'on donnerait, mais je pense qu'il y a de l'amour absolument partout. Et que l'amour est nécessaire à la survie des espèces, au-delà du plaisir. Quel beau mot de la fin. Voilà. Merci professeur pour ces éclaircissements, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webcast, notre prochain Science en tourne, mardi 21 avril à 10h15 également. Mais nous serons à l'IBMC à Strasbourg avec Claude Sauter qui nous parlera de cristallographie. Merci encore et à bientôt. Au revoir.